Envie de lecture, bonjour, avec Didier Kimmel, bonjour. Bonjour Patrice. Vous venez pour un roman qui s'appelle Les Roses Bleues et qui est sous-titré « Si aimer pouvait se conjuguer au pluriel », question que tout le monde se pose sans doute. On va évidemment en parler. On va parler d'abord un petit peu de vous, de votre parcours, parce qu'au fond, vous êtes un jeune écrivain, si je peux dire. Je dirais plutôt que je suis un nouvel auteur, un nouvel écrivain. C'est votre premier roman. Jeune un peu moins, oui, c'est hein. mon premier roman, effectivement, Patrice. Voilà. On peut en parler tout de suite. Pour l'envie d'écrire, elle est en vous depuis longtemps, je suppose. Oui. Alors, effectivement, il y a plusieurs origines, plusieurs raisons pourquoi j'ai eu envie d'écrire. Alors, déjà, je suis un Versaillais, je suis né à Versailles. On va en parler de ça, oui. J'ai vécu longtemps à Versailles. Vous habitiez, quand vous étiez jeune, au Théâtre Montansier, hein? Exactement, Patrice. J'étais au Théâtre Montansier. J'avais la chance d'habiter dans un appartement situé dans le Théâtre Montansier. Dans le théâtre. Et du coup, alors c'est un endroit prestigieux, le théâtre. Vous savez qu'il a été inauguré, si je me souviens bien, en 1777. Et le jour de l'inauguration, il y avait à la fois... Vous n'étiez pas là? J'étais pas encore là. Il y avait à la fois Louis XVI et Marie-Antoinette. Ouais. Et depuis, se sont succédés dans cette salle de spectacle des illustres personnes, enfin, etc. Oui, il y a toujours d'ailleurs une très belle programmation. Oui, toujours. Et donc, moi, j'avais la chance, en étant gamin, de pouvoir assister à des représentations. Alors, essentiellement des représentations d'auteurs classiques. Bien sûr. Molière sous toute sa largeur. Mais aussi des spectacles plus contemporains. Et puis, éventuellement aussi des représentations de quelques artistes de variété. Donc, c'est formateur quand même, hein, ça. C'est tout à fait formateur et ça donne envie de... Moi, ça m'a donné une attirance forte, un amour sur les belles phrases, l'écriture, la variété de ce qu'on pouvait dire, inventer, créer. Ça m'a beaucoup plu. Et l'autre chance que j'avais, c'est que en habitant au Théâtre Montansier, j'avais la possibilité d'accéder directement dans les parcs du château de Versailles, notamment le bassin de Neptune, qui était en direct. Vous connaissez tout là. Sans prétention, je pense dire que je connais tous les moindres recoins du château. Et donc ça m'a permis d'apprécier la nature, d'observer, de voir l'art aussi sous toutes ses formes. Et je pense que tout ça, ça m'a imprégné. Et ça a été une époque formidable pour moi. Oui. Oui, bien sûr. Vous avez donc grandi à... Vous n'avez pas connu Dupont de Ligonnès, vous? Non. Non, parce qu'il y a Bruno de Stabenrath il était effectivement avec qui on a parlé ici quand il a publié, qui grandissait à Versailles. Oui, j'ai entendu ça, oui, tout à fait. Voilà. Mais non, bon, on sait jamais. Heureusement, il n'était pas dans mes relations. Alors, vous avez publié. Je dis, vous êtes un jeune romancier. Oui. C'est un peu fou. Vous avez pas publié, mais vous avez écrit un premier roman photo. Vous aviez 8 ans, je crois, hein, c'est ça? Alors, j'ai participé effectivement dans le casting d'un roman photo qui se déroulait dans Versailles. Et j'étais le petit garçon, bien entendu, d'un couple, justement, qui vivait lui aussi déjà une histoire d'amour, vous voyez. Déjà, oui. Alors, mais c'était assez formidable. C'était une très belle expérience. Mes parents m'avaient... instruit, on va dire ça comme ça, et j'avais été retenu dans le casting, et c'était vraiment... je l'ai encore, ma maman l'avait gardé pieusement à l'époque, quand elle était encore vivante. Oui, tout à fait. De se voir petit garçon, c'est impressionnant. Et ça se passait à Versailles, alors, ça? Ça se passait à Versailles, oui, au sein du théâtre, puis en partie aussi vers le quartier de Montreuil. D'accord. Après, alors, vous avez fait des études, et puis vous avez hésité un moment entre le journalisme et puis le métier d'ingénieur que vous allez finalement choisir. Vous étiez à la fois le journaliste et photographe, hein, c'est ça? Oui, parce que en fait, pendant que je faisais mes études, j'avais besoin d'avoir une petite activité, on va dire rémunératrice au départ, et j'aimais la photo. Et il se fait que tout à fait par hasard, à un moment, j'ai eu une photo d'une épreuve sportive que personne n'avait, qui s'était passée en région. Et donc, j'ai eu un premier contact avec un journaliste à l'époque des Nouvelles de Versailles. Et c'est comme ça que l'histoire a commencé. Il m'a dit, tu griffonnes, vous griffonnez quelques lignes en dessous. Et puis, ça leur a plu, le style, et ils m'ont demandé de participer plus régulièrement. Et après, essentiellement, j'ai travaillé avec
le Parisien libéré, édition Yveline Matin. Puisqu'il y avait, ça s'appelle le Parisien maintenant. Absolument, à l'époque, ça s'appelait le Parisien libéré. Voilà. Absolument. Et donc, j'ai commencé au sport, puis après, j'ai eu droit à être en charge de l'actualité. J'ai fait ça pendant toutes mes études. C'était passionnant, ça permettait de rencontrer beaucoup de gens. Moi, j'aime bien le contact, les échanges. Donc, c'était une expérience formidable. Et puis un peu d'écriture déjà. Absolument. Donc, vous avez hésité, puis finalement, non, vous avez choisi, vous êtes devenu ingénieur. Hein. Vous aviez d'ailleurs ensuite même enseigné à l'UVSQ. Enfin. Oui. Alors, plus tardivement à l'UVSQ. Oui. Mais donc, j'ai fait un parcours professionnel que je viens de quitter là en fin d'année 2021 d'ailleurs. Ah, ça y est là. Oui, ça y est, là, donc je vais pouvoir me consacrer entièrement à l'écriture, entre autres. Et effectivement, j'ai fait ce parcours dans une grande entreprise de recherche où j'étais en charge de la sécurité de plusieurs établissements. Et puis, je faisais aussi, je donnais des cours dans plusieurs écoles d'ingénieurs. Et à l'UVSQ plus récemment, effectivement. D'accord. Donc vous êtes un Yvelinois. Oui. Attiré aussi par le sud-ouest, le côté Arcachon et tout ça, dont vous parlez beaucoup dans le livre, Bande d'Arquin et tout ça. Oui. On en reparlera peut-être tout à l'heure. Mais on va parler justement de ce roman, les roses bleues. D'abord, les roses bleues, on peut s'arrêter un peu sur le titre, parce que vous le dites, il n'y a pas de roses bleues en réalité dans la nature, mais ce sont des roses blanches sur lesquelles on met un petit procédé chimique qui les font devenir bleues, hein, c'est ça ? Effectivement, mais alors ce roman dont on va parler un peu, il se situe dans deux périodes. Une période dans les années 80 et puis une autre plus récente, actuelle, de 2020. À l'époque, les roses bleues, c'est un peu, si vous voulez, quelque chose comme les tulipes noires, les iris rouges. À l'état naturel, ça n'existe pas dans la nature. Et donc, parce qu'il manque un pigment qui s'appelle la delphinidine. Enfin bon, peu importe. Ce pigment, il manque à l'état naturel, et donc ça n'existe pas. Et donc, en 1980, dans ces eaux-là, on avait trouvé une astuce, c'était de colorer, d'ailleurs on le fait encore pour certains, des roses blanches, crème, en les trempant dans du colorant alimentaire, et elles devenaient bleues. Et ces roses bleues, en fait, on en parle, si on fait un petit peu de recherche historique, on en parle depuis des siècles, alors qu'elles n'existent pas. C'est quand même étonnant. Et il y a tout un tas de légendes, de contes qui sont autour de ces roses bleues. Et ces roses bleues, elles sont censées véhiculer un certain mystère, des choses qui sont un petit peu, vous voyez, qui vont générer une curiosité, un mystère, etc. Donc voilà, ça c'était dans les années 80, et depuis bien sûr l'homme, il ne peut pas se contenter, l'homme avec un grand H, il ne peut pas se contenter de rester devant un truc qui n'existe pas, donc il a fait des recherches pour essayer de dire mais comment je vais faire pour... Voilà. Et donc avec des manipulations génétiques, je crois les Australiens, les Japonais et les Américains, ensemble, ils ont réussi à créer une variété de roses naturelles, assez proches du bleu, et notamment dans mon roman, j'en parle dans une deuxième partie qui parle des Rhapsody Blues, notamment. C'est des fleurs absolument somptueuses, très difficiles à trouver, mais aussi très chères, bien naturellement. Mais enfin, maintenant, on sait le faire, grâce à des manipulations. On sait le faire. Oui. Alors, ces roses bleues, ce sont des roses que va offrir Marc à Diane. Oui. On va parler de ces deux personnages. Juste un mot. En réalité, Diane meurt au début du roman. On peut dire ça sans divulguer quoi que ce soit. Et son fils va trouver un récit d'un amour qu'elle a eu avec un homme qu'il n'a pas connu lui, qui s'appelle Marc, qui est un scientifique, et c'est le récit de cet amour qui compose toute la première partie du livre, l'essentiel du livre. Et ce Marc est un scientifique qui rencontre, et il arrive à acheter une veste, parce qu'il a envie d'une veste assez jolie, voilà. Donc il va dans un magasin, il tombe sur Diane, qui est à la fois, qui est plus qu'une vendeuse, c'est une créatrice. Une créatrice de mode, une styliste. Oui. Donc il le conseille, il est quand même subjugué par la beauté de cette femme. Il est un peu entreprenant, un peu lourd, quoi, en gros, et puis il se dit, il faut que je me fasse excuser, et pour se faire excuser, il va lui offrir des roses bleues. Absolument. Voilà. Alors, c'est le début. Alors, qui sont Diane et Marc ? Alors, Diane, donc, c'est, vous l'avez dit, une créatrice de mode, une styliste.
qui effectivement présente sa collection dans son magasin. Elle est née à Aix-en-Provence. Elle a fait des études dans le design, dans la mode, voilà, pas de souci. Quant à Marc, lui, c'est quelqu'un de brillant, qui a fait une école d'ingénieur qui s'appelle Centrale. Il a eu son bac très, très jeune et il a été identifié, repéré, on dirait aujourd'hui, comme quelqu'un à haut potentiel. Et donc, il va se spécialiser dans les neurosciences et dans l'informatique. Et alors, attendez, je m'arrête juste une petite chose qui m'a fasciné, c'est qu'à un moment, il parle du travail des scientifiques, je pense qu'il travaille aussi, que pour donner la parole aux animaux. Ça m'a fasciné. Ça existe, ça, vraiment? Il y a eu des recherches là-dessus. Bon. Ce roman, vous l'avez compris, il y a une part de réel et puis une part d'imaginaire, bien entendu. En fait, on n'a pas forcément des certitudes qui sont établies définitivement. Vous savez bien, les choses évoluent. Quand vous regardez ce que vous voyiez, ce que vous faisiez quand vous étiez petit garçon, puis ce qu'on peut faire aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des choses qu'on n'imaginait même pas. Donc voilà. Donc l'idée de dialoguer avec les animaux, c'est peut-être encore du domaine de la science-fiction. Toutefois, on arrive, dans le roman, j'en dis quelques mots, on arrive quand même à avoir des échanges avec certaines espèces animales et à leur faire exécuter des instructions qui sont assez simples. Oui, on sait qu'ils comprennent des mots d'ailleurs. Bien sûr. Alors après, le fait d'échanger, de dialoguer, non, ça fait encore partie de quelque chose. Mais il y a eu des expériences comme ça, non? Parce que vous en parlez. Non, parce qu'on en a eu effectivement il y a peut-être eu des gens qui ont indiqué qu'ils avaient la capacité de décrypter ce que leur disait par exemple leur chimpanzé avec les singes. Mais honnêtement, pour le moment, c'est encore assez lointain comme perspective, me semble-t-il. C'est pour ça qu'on est obligé de faire appel à la fois à des techniques, disons, scientifiques, informatiques, tout à fait. Ces détails. Donc, ce sont deux personnes qui ont une réussite professionnelle tout à fait. Elle est appelée par un créateur italien, etc. Bon, elle réussit tout à fait bien, lui aussi, dans son milieu. Et il y a une histoire d'amour assez fusionnelle, passionnelle même, qui naît entre eux. Ce que j'ai voulu effectivement dans ce roman, c'était raconter une histoire d'amour. Alors c'est un sujet un peu c'est compliqué, difficile, au sens où il y a eu tellement d'illustres prédécesseurs que qu'est-ce qu'on pouvait dire de différent finalement, parce que si je regarde Tristan et Iseult, Roméo et Juliette, ou Autant d'emporte le vent, c'est des amours. Ou d'autres. Là, j'ai lu tout récemment Mr. Bojangles, qui est aussi une histoire d'amour un peu différente, mais qui est formidable. Donc j'ai voulu faire ça et j'ai voulu montrer une approche fusionnelle entre deux personnes qui se trouvent, qui se rencontrent et qui ont envie surtout de s'étonner, de se surprendre, pour pouvoir faire durer la flamme et éviter qu'effectivement, comme toutes les histoires, cette flamme s'éteigne petit à petit ou qu'on sombre dans la monotonie et dans l'ennui. Donc c'est ça que je voulais faire. L'étonnement constant, des surprises qui se font, des invitations, des voyages. Tout à fait. Alors, et évidemment, cela dit, raconter l'histoire d'un couple pour qui tout va bien, qui tout réussit, et malheureusement, c'est pas très romanesque. Effectivement. Donc, alors, ils s'aiment, ils sont fidèles, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui la regardent, qui lui font des propositions, elle est très fidèle. C'est un couple sans histoire, mais s'il restait sans histoire, évidemment, comme je disais, ça ferait pas roman. Alors, mais là, alors, on ne divulgage pas non plus en disant ça, puisqu'on sait que quand le fils découvre ce manuscrit, il ne connaît pas cet homme, ils ne vont pas passer leur vie ensemble. Ils ne vont pas passer leur vie ensemble, effectivement, ils vont arriver à une période un peu délicate, vous savez, les fameux 7 ans dont on parle partout. Et Marc, en plus, lui, il va commencer à avoir des petites perturbations psychologiques, il va commencer à avoir des petits soucis de ce type-là. Et ça va correspondre à une période où, effectivement, il va rencontrer, au cours d'une soirée, une personne dont il va effectivement, une femme, qui s'appelle Nadia, et dont il va effectivement, pour laquelle, en tout cas, il va avoir une attirance très forte. Alors, le sous-titre du livre, c'est « Si aimer pouvait se conjuguer au pluriel ». Qu'est-ce que vous en pensez, vous?
Parce que c'est une question, au fond, que tout le monde se pose. Mais c'est vrai que... D'ailleurs, le personnage de Marc dit, à un moment, je pensais sincèrement que je pouvais aimer deux femmes à la fois. Est-ce que c'est possible ou pas? Alors là, vous me posez une question à laquelle je ne sais pas répondre, bien entendu. Non, je parle pas... mais ce qui est certain, c'est que entre une période, disons, ancienne, où les personnes, les couples étaient finalement assez confinés, sortaient pas, voyageaient pas, travaillaient peut-être pas forcément à deux, il y avait moins de possibilités de vie était aussi plus courte, oui, beaucoup si on plus prend dans l'histoire. Et puis sans doute qu'on avait aussi d'autres préoccupations. Ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a tellement d'activités qui nous font rencontrer tellement de gens. C'est peut-être plus difficile, certainement. C'est-à-dire que ça se conjugue au pluriel dans le temps. Oui, ça c'est sûr. Dans le temps. Dans le temps. Voilà, il y a beaucoup de... Enfin, je sais pas, un couple sur deux divorces, en bien gros, sûr, donc il y a des histoires. Après, là quand vous dites est-ce que ça peut se conjuguer au pluriel, c'est aussi l'idée que est-ce que ça peut se conjuguer en même temps? Est-ce qu'on peut avoir deux histoires parallèles? Et alors, c'est vrai que là, il y a qu'est-ce qui empêche? Il peut y avoir la pression de la société, la pression de la morale, la jalousie... et puis peut-être, c'est la vraie question, est-ce que l'amour peut se partager? Est-ce qu'on peut être amoureux de plusieurs personnes à la fois? C'est ça la question que ça pose. En réalité, il me semble que effectivement le système éducatif, moral, religieux, etc., fait que, en fonction de l'endroit où on n'est peut-être pas tous... on ne perçoit peut-être pas la chose de la même façon. En tout cas, dans notre civilisation, dans notre société, là où nous sommes là en ce moment, il est clair qu'il n'est pas permis, entre guillemets, moralement, de vivre des vies en même temps, parallèles. Comme vous le dites, au cours d'une vie, c'est étalé dans le temps, temporellement, bien entendu. C'est la banalité, presque. C'est la banalité, puis aussi... Le moins banal, c'est des gens qui restent fidèles l'un à l'autre. C'est presque l'exception. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est des questions qu'on se pose toujours. Alors, il y a beaucoup de romans ou de d'essais sur ce qu'on appelle aujourd'hui le polyamour, etc. Mais ça, c'est tout à fait autre chose. Il y a dans votre livre, alors, on ne va pas entrer dans le détail, puisqu'une petite vengeance aussi à un moment, il y a évidemment, il y a des scènes un peu érotiques, quoi, enfin fortes émotionnellement. C'est difficile à écrire, d'abord, ces scènes érotiques, elles sont vraiment très, très minimes. J'ai pas voulu du tout me lancer là-dedans, c'était pas mon truc. Mais il en faut, évidemment, parce que ça fait partie, évidemment, d'une relation amoureuse. C'est difficile à écrire. Jusqu'où on va ou jusqu'où on ne va pas, plus précisément. Moi, j'ai voulu garder un grand respect pour la relation amoureuse entre les individus, et j'ai pas voulu tomber dans quelque chose qui soit ou pervers ou pornographique ou je ne sais quoi. Ah non, pas du tout. Oui, non. Oui. Mais bon, ça fait partie, je veux dire, tous les romans. Oui, bien sûr. Mais c'est souvent des scènes qui sont peut-être plus difficiles. C'est pas si évident que ça, quoi, à écrire. Hein, non, c'est pas ça. Des choses qu'on peut voir, qu'on peut imaginer, mais qui sont peut-être difficiles. C'est assez difficile à écrire. Je sais que Houellebecq disait qu'il était très content, lui, parce qu'il arrivait très bien à dire. Oui, il a une certaine décontraction pour écrire les choses. Mais bon, après, chacun son style. Non, après, chacun son style. Je reviens à cette question de si l'amour peut se conjuguer au pluriel ou pas. Il y a quand même si ce qu'on disait, c'est-à-dire que la réalité, c'est un couple sur deux qui divorce, ou même peut-être un peu plus, etc. Il y a quand même et c'est aussi dans ce livre, le rêve de l'amour éternel, quand même. Il est quand même toujours présent, malgré ça. Oui, je pense en particulier pour une très grosse partie du roman, tout le début, c'est ça, effectivement. C'est deux êtres qui se rencontrent, qui se trouvent exceptionnels, entre guillemets, et qui ont envie de vivre une histoire qui va aller jusqu'au bout. Oui, bien sûr. Et c'est simplement parce qu'à un moment de sa vie, Marc
je vous l'ai dit, n'est pas au top de sa forme, qu'il va rencontrer quelqu'un qui va être radieuse, merveilleuse, attirante. Et oui, les deux femmes sont très attirantes. Oui, oui, tout à fait, oui. Oui, c'est peut-être nécessaire aussi pour que ça puisse se produire, enfin, dans l'histoire, en tout cas. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Est-ce que, une fois que vous avez écrit ce livre, et en y réfléchissant, est-ce que vous dites qu'au fond, vos deux héros, Diane et Marc, ils se sont ratés? Oui, c'est un peu peut-être. Je considère effectivement que vraiment ils se sont ratés. D'ailleurs, à un moment dans le roman, on voit bien ils pourraient se remettre ensemble, entre guillemets. Et oui. Puis les choses ne se font pas, mais on voit bien que Marc, lui, il vit ça vraiment comme un échec, même s'il est complètement responsable, entre guillemets, de il ce qui se passe. Il culpabilise, d'ailleurs. Hein. Enfin, il le racontera un peu plus tard, d'ailleurs, mais enfin, il culpabilise. Je pense qu'il a des regrets. Hein. Il a des regrets, effectivement. Et elle s'est sentie trahie, quand même. Elle s'est sentie trahie, complètement. Oui. Complètement. Donc c'est une histoire ratée, mais même au fond le fils de Diane, hein, quand il lit au fond cette histoire, il pourrait en vouloir à ce Marc. Oui, d'ailleurs c'est une question que vous êtes posée, non? Qu'on m'a posé, parce que j'ai eu pas mal de retours sur mon roman, et j'ai eu notamment une jeune fille, enfin une jeune femme qui m'a posé la question en me disant c'est pas possible que Kevin ait eu envie de rencontrer Marc après qu'il ait brisé le cœur de Diane. Ouais. Diane, c'est la mère de Kevin. Hein. Oui, tout à fait. Et, au contraire, Kevin, quand il va lire ce manuscrit, ça va lui donner une envie folle de rencontrer cet homme dont sa mère était follement amoureux, quoi. Pourquoi cet amour fusionnel, passionnel? Donc il a eu envie de le rencontrer. Et en le rencontrant, il va découvrir un homme formidable qui a en plus l'avantage d'avoir une fille très, très jolie, très séduisante, qui s'appelle Laura. On ne peut pas raconter, bien sûr. Pas raconter tout le livre. Justement, c'est intéressant ce que vous disiez. Le livre est sorti il y a quelques mois. Hein. Oui. Vous avez déjà des retours de lectrices, lecteurs? Alors, il se fait que j'ai beaucoup de lectrices qui ont lu ce roman et qui l'ont apprécié. J'ai aussi des lecteurs qui m'ont témoigné, notamment il se fait que j'ai fait quelques séances de dédicaces, et notamment sur Arcachon, j'ai rencontré un homme assez formidable, un passionné de lecture, qui a des milliers de livres et qui lit très peu de romans. Et qui a découvert mon livre dans une librairie, qui l'a lu, et puis qui l'a reposé vite parce que son épouse trouvait qu'il avait beaucoup trop de livres et qu'il n'allait pas en acheter encore un. Et puis quand j'ai été en dédicace sur Arcachon, il a vu que j'y passais, parce que dans le journal Sud-Ouest, enfin bon, peu importe, ils avaient passé un article. Et donc il est venu discuter avec moi. Depuis, on entretient une correspondance. Et c'est vraiment quelqu'un qui a aimé, parce que il y a des coïncidences dans le livre entre sa vie et le livre, et donc ça lui a beaucoup plu. Ouais. Ça, c'est important pour un jeune écrivain, je reprends ce terme, d'avoir au fond le retour des lecteurs. Très important, très important. Et c'est vrai que les séances de dédicace, ça permet déjà d'échanger, soit des gens ont déjà votre livre et viennent vous le faire simplement dédicacer, ou soit après, certains ont envie d'échanger avec vous. Ouais. Et puis il y a des outils maintenant merveilleux, comme Instagram en particulier, où là, les gens, effectivement, vous envoient des commentaires, des avis. Ouais, c'est tout à fait intéressant, on découvre tout un tas de... On n'imagine pas au début... Quand j'ai écrit ce livre... D'abord, je me demandais si un éditeur allait me le prendre, et je remercie vraiment le Lys Bleu qui m'a adopté et qui a pris le pari d'éditer le livre. Mais au début, on se dit, mais finalement, qui va le lire, quoi? Et quand on voit que le livre, il vit sa vie, vous voyez, il y a des gens, ils vous envoient des photos avec le livre en situation, dans des endroits de France ou à l'étranger. Et ça vraiment, c'est quelque chose de très plaisant, très touchant. On écrit quand même toujours pour quelqu'un, enfin, pour être lu. Alors, vous savez, quand j'écrivais, si je reviens en arrière un petit peu,
quand j'étais petit garçon, j'écrivais. Et ce qui m'a donné aussi envie d'écrire, je lisais beaucoup, parce qu'à notre époque, enfin, on est à quelque chose près de la même génération, il y avait beaucoup moins d'activités informatiques, ludiques, des jeux, etc. vidéo, etc. Donc, qu'est-ce qu'on faisait ? Soit on s'amusait, et moi, je vous dis, le parc du château de Versailles, ou soit on lisait en particulier. Et donc, moi, j'ai lu la bibliothèque close, la bibliothèque verte, etc., etc. Et puis, j'avais une grande sœur qui, elle, avait une machine à écrire, Remington, vous savez, une machine à écrire. Remington portative. Voilà. Et moi, j'aimais bien l'idée de pouvoir écrire des petites phrases. J'ai toujours écrit des petites phrases. Alors, au début, et j'aimais bien les taper à la machine à écrire pour voir ce que ça donnait en me disant. Oui. Et c'est comme ça, je pense que ça aussi, c'est un élément qui a participé. Et j'aimais beaucoup aussi, j'aime beaucoup les citations. D'ailleurs, dans mon roman, vous avez vu, à chaque début de chapitre, je me suis attaché à mettre une citation qui est représentative, que j'aime et qui, en principe, représente le chapitre. Et donc, j'ai commencé comme ça, à taper des petites choses, des petits textes de plus en plus longs, des petits coups, je veux dire, des petits coups de gueule sur l'actualité. Vous savez, quand on vit 16 ans, 17 ans, 18 ans, on écrit des choses, voilà, d'ado, on se révolte un petit peu. Et puis après, j'ai commencé à écrire des choses un peu de plus en plus structurées, de plus en plus longues. Mais tout ça pour moi, je gardais pour moi. Merci beaucoup, Didier Kimel. Alors, ça s'appelle donc les Roses Bleues, cette l'édition Le Lys Bleu, tout est bleu. Tout est bleu. Et puis, je crois, c'est pas un secret, mais enfin, vous allez continuer. Oui, je suis en train d'écrire le second, là. Toujours une histoire d'amour ? Ça va mélanger une histoire d'amour, mais ça va s'ancrer maintenant, cette fois-ci, sur un volet historique où, sans dévoiler, on va se retrouver au moment de la Seconde Guerre mondiale. Il va y avoir un parcours oscillant entre aujourd'hui et la Seconde Guerre. Voilà. Eh bien, vous reviendrez nous en parler. Avec grand plaisir, Patrice. Je vous remercie sincèrement de m'avoir invité, car vous savez qu'un jeune auteur qui n'est pas un nouvel auteur, qui n'est pas une star du showbiz, une personnalité, etc. C'est vrai que c'est un peu plus compliqué de faire de la promotion, de rencontrer des journalistes. Et merci sincèrement de m'avoir invité. Les Roses Bleues, Didier Kimel, merci beaucoup.